francophone. Je suis donc très heureuse d'accueillir François Perle, qui est conseiller stratégique chez Solidaris, et Romain Rouquet, qui est responsable applicatif santé à l'IMAD. Donc on conclut cette matinée avec vous deux, messieurs, deux grands témoins, on va dire, qui viennent du monde mutualiste de Belgique et du maintien à domicile dans le canton de Genève pour la Suisse. L'idée ici, c'est de faire une analyse comparée, on va dire, de ce que vous avez pu entendre depuis le début de la matinée, depuis ce matin, avec ce que vous vivez et ce que vous analysez sur vos territoires respectifs. Vous allez nous expliquer comment ça se passe, comment on fait chez vous. Est-ce qu'on doit envier votre modèle ou est-ce que vous enviez le nôtre? On va voir ça tout de suite. Une petite heure à peine, 3/4 d'heure de discussion et puis on ouvrira les échanges avec la salle pendant une dizaine de minutes. Je voudrais entendre dans un premier temps François Perle. Donc je l'ai dit, vous êtes conseiller stratégique chez Solidaris. Qu'est-ce Solidaris, Monsieur Perle? Quelques éléments de contexte aussi également du système de santé belge. Je crois que vous avez une petite slide pour nous éclairer. Merci. Je m'étais dit pas de slide, puis je me suis dit finalement pourquoi pas. Donc non, juste, mais peut-être pour... Donc Solidaris, c'est une mutualité de santé belge, c'est la deuxième en termes d'affiliés. On couvre à peu près 2 millions de personnes en Belgique, mais il faut vraiment vous mettre dans la tête qu'une mutualité belge n'est pas une mutualité française. En fait, les mutualités belges ont une délégation de service public pour l'ensemble de la gestion de l'assurance maladie. Donc, ce sont vraiment des acteurs, des actrices globaux ou globales de la santé qui traitent aussi bien le remboursement de soins que toute une série de prestations de services qui vont de la prévention jusqu'au domaine hospitalier, aux soins à domicile, à la réadaptation. Je pense qu'à part les soins palliatifs, on est acteur dans à peu près tout le système de santé belge. Et celui-ci, en fait, fonctionne de manière assez similaire au système français. Donc c'est un système de sécurité sociale avec une affiliation et un financement par cotisation sociale. C'est un système universel. On a un régulateur qui s'appelle l'Institut national d'assurance maladie invalidité, qui est l'équivalent de la CNAM. Je dirais que les mutualités jouent alors le rôle des caisses primaires. On a un système très fortement basé sur la concertation. Donc les tarifs sont sont fixés par des conventions entre les mutualités et les prestataires de soins, avec une petite subtilité, c'est qu'on a régionalisé une partie du domaine qui touche aussi bien à l'assurance maladie qu'à l'organisation des soins, puisqu'en fait les soins primaires, l'aide et l'accompagnement, tout ce qui est revalidation et soins de longue durée et l'hébergement des personnes âgées et de personnes en situation de handicap a été confié donc aux 3 régions du pays, qui sont la région flamande, la région bruxelloise et la région wallonne. Alors peut-être nous expliquer quel est votre rôle, votre fonction au sein de Solidaris? Oui, très rapidement, donc conseiller stratégique, ça veut tout dire et rien dire. Donc je conseille le secrétaire général de Solidaris pour toute une série de dossiers transversaux et notamment les dossiers relatifs à la gestion du budget de l'assurance maladie et le développement des soins intégrés en Belgique, puisqu'on est vraiment dans une phase de développement assez ambitieuse où les mutualités doivent trouver leur place et ont forcément un rôle à jouer vu le caractère vraiment globalisant de leur activité. Monsieur Perle, qu'est-ce qui retient votre attention? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a frappé peut-être depuis le début de cette matinée ici? Alors, j'ai pris quelques notes par rapport à ça. Peut-être vous dire simplement qu'est-ce qu'on entend par soins intégrés, parce que je crois que c'est des concepts qui sont parfois difficiles à maîtriser, parce qu'il n'y a pas vraiment de définition fixe des soins intégrés. Je crois que tout le monde a l'impression, et parfois a raison, de faire des soins intégrés. Je dirais que par rapport à ce que j'ai entendu ce matin, les soins intégrés, c'est une étape ultime ou bien la fin d'un parcours qui commence à partir de la structuration, de l'accompagnement, de l'aide et de soins. Donc je crois que c'est un degré de maturité terminal, je dirais, puisqu'il implique non seulement la mise en place d'une organisation de santé basée sur des parcours de santé, mais aussi sur tout un modèle de financement qui tourne au tout. Et en fait, il s'est pas mal inspiré, en tout cas en Belgique, je ne sais pas en France, de ce qu'on appelle la pyramide de Kaiser. Donc Kaiser Permanente est une organisation de santé américaine qui a aussi bien des soins ambulatoires et des soins hospitaliers, et qui a donc défini une pyramide des besoins en termes de santé qui part de la population globale, qui passe ensuite à la maladie chronique à faible risque,
la maladie chronique à haut risque et les patients complexes, et qui, pour chaque niveau de risque sanitaire, de risque de santé identifié, propose une réponse, mais surtout une intégration complète des pratiques de soins et des prestataires de soins. Mais je dirais que par rapport à ce que j'ai entendu ce matin, l'étape supplémentaire, c'est qu'en fait, le financement et l'organisation de l'assurance maladie, ici c'est plus facile puisque c'est une compagnie privée qui fait aussi bien de l'assurance maladie privée que de l'organisation de soins, le financement tourne autour de ce soins intégrés. Donc c'est quasiment un effacement du financement à l'acte, et on passe dans un modèle de financement, un terme assez barbare en anglais, qui s'appelle le bundle payment, que j'appellerais le paiement lié en français, qui est un financement de prestataires, non pas en fonction d'actes, mais en fonction d'une activité au sein du suivi d'un patient. Donc c'est un système assez sophistiqué, et c'est vers ce système-là qu'on essaye de passer en Belgique, avec un gap assez compliqué. Alors au niveau du système belge actuel, pour que je vous décrive un peu au niveau de l'accompagnement, où est-ce qu'on en est. Donc on a à peu près le même niveau, je dirais, de parcours de soins, mais avec différents types de parcours de soins. En fait, on a commencé par des parcours de soins au sein de l'assurance maladie pour 2 pathologies, c'est le diabète de type 2 et l'insuffisance rénale. Et c'est un peu les ancêtres des parcours de soins, mais qui fonctionnent toujours, où c'est le médecin généraliste qui joue le rôle de la coordination de soins. On a mis en place une série d'éléments de rémunération de l'activité des médecins généralistes dans cette coordination de soins, et la mise en réseau, alors notamment pour le diabète de type 2, d'intervenants de santé comme des diététiciens, des podologues et toute une série d'intervenants de santé, des infirmiers de référence. Ces systèmes n'ont pas été développés, ils ont donné d'assez bons résultats, mais ils n'ont pas été développés, notamment pour des raisons politiques, puisqu'on a régionalisé depuis l'accompagnement de soins, et on est passé à 2 niveaux d'accompagnement de soins en Belgique, que sont les services intégrés de soins à domicile, qui sont vraiment, alors là, des groupements de prestataires qui intègrent complètement alors l'approche patient, avec des dossiers partagés, avec des degrés de réussite très variables d'un territoire à l'autre, et des centres de coordination. Il y en a plusieurs au niveau des 2 régions wallonnes et bruxelloises, qui eux fonctionnent à partir des centrales de soins à domicile, qui ont une activité assez importante en Belgique, et qui sont là dans la définition, non plus dans les soins, mais dans la définition de plans d'intervention avec les bénéficiaires, avec leurs aidants, l'organisation de concertation multidisciplinaire, et alors aussi le partage d'informations, d'expertise et de résolution de conflits. Mais on est vraiment passé à un autre système, enfin on est en train de basculer vers un autre système, qui est un système qui s'organise autour de 2 priorités. C'est d'une part le renforcement de la première ligne de soins et des soins primaires, et d'autre part l'implémentation du système de soins intégrés dont je vous ai parlé, avec une série d'enjeux qui, je pense, sont en miroir par rapport à ce que j'ai entendu ce matin. C'est d'une part la territorialisation, avec là l'enjeu du choix de la bonne taille du territoire. C'est vraiment, et avec une organisation alors à 3 niveaux, un niveau macro, un niveau méso, un niveau micro. Donc niveau macro, c'est le niveau régional. On définit au niveau méso une série de zones de soins qui sont comprises entre 75 et 150 000 habitants, et un niveau micro qui, lui, s'organise en termes de communautés locales, et qui donc touche plus aux limites des communes en Belgique, mais qui peuvent aussi, pour les grosses communes, concerner plusieurs zones de ces communes. Il y a évidemment toute la question d'intégration des prestataires, donc il n'y a pas de soins intégrés sans une première ligne bien consolidée et bien financée, mais aussi pas de soins intégrés sans hôpitaux, puisque une grosse partie, évidemment, de l'activité de soins continue à se faire dans l'hôpital, et c'est évidemment dans le découpage des rôles, des différents rôles, la place du médecin traitant en hôpital est évidemment assez fondamentale. Il y a toute la question de la gestion des données, on en a parlé ce matin aussi, donc c'est vraiment le passage vers une approche populationnelle, c'est l'interopérabilité des dossiers. Donc tous les prestataires fonctionnent avec quand ils fonctionnent, mais bon, on arrive à un taux de couverture de 90-95% de dossiers de cabinets informatisés, mais voilà, ces dossiers ne sont pas tous en interopérabilité, donc on essaie de travailler sur des standards communs, une bonne cartographie de l'offre, ça reste quand même un point essentiel où là on doit vraiment progresser, et aussi des données individuelles. Pourquoi? Parce qu'une partie des soins intégrés fonctionne sur la stratification des risques. On sort d'un modèle d'assurance maladie où un patient égale un patient,
une zone géographique est une zone géographique. Les risques sanitaires peuvent varier d'une zone à l'autre, et cette stratification des risques permet de renforcer les capacités opérationnelles sur certaines pathologies dans les zones où elles le nécessitent, et ça nécessite évidemment une approche au niveau de la planification de l'offre. On voit ça notamment, c'est un exemple que je sers souvent, mais en dentisterie, la présence de dentistes en Belgique, elle est corrélée non pas à la situation bucco-dentaire de la population, mais au gradient socio-économique de la patientèle. Donc il y a plus de dentistes dans les zones les plus riches où les besoins bucco-dentaires sont les moins importants. Donc c'est vraiment la stratification des risques, c'est vraiment un point essentiel. Le modèle de financement, donc je vous en ai parlé, donc c'est vraiment arriver à un système qui est encore fortement, donc on a une médecine libérale très développée, peu régulée, et qui fonctionne essentiellement avec un financement à l'acte. Et c'est clair que le basculement vers un système de soins intégrés va remettre en question d'une certaine manière le financement à l'acte. On n'est pas idéologiquement opposé au financement à l'acte, vraiment parce que voilà, on a fonctionné dans un système, on fonctionne dans un système conventionnel avec des accords avec les syndicats médicaux auxquels on est très attaché, mais c'est un système de financement qui a ses limites quand on veut aller vers une intégration des prestataires. Il y a la question du déploiement progressif, donc on est dans un changement de paradigme, donc on a une volonté politique de basculer vers des soins intégrés fin 2024-2025, mais c'est évident qu'il va falloir peut-être calmer les ardeurs de certains responsables politiques, parce que sans un déploiement progressif, on n'y arrivera pas. Et je dirais qu'il y a deux angles morts. D'une part, c'est le rôle des patients. Comment est-ce qu'on peut basculer dans un système aussi ambitieux avec une population générale, je crois que c'est comparable avec la Belgique, mais qui a un faible niveau résiduel de littératie. On est vraiment dans des problématiques, que ce soit au niveau de la prise en charge et de l'auto-prise en charge, avec des degrés assez faibles de qualité au niveau de cette prise en charge individuelle, mais aussi de connaissance du système. La connaissance du système est très faible. Et d'autre part, c'est des dispositifs existants. Je vous ai parlé notamment des centres de coordination. On est en train, en Flandre, la Flandre s'est découpée en 60 zones de soins. La Wallonie et Bruxelles sont occupées à créer ces zones de soins. Mais il y a ces dispositifs existants, comme les centres de coordination, les services intégrés de soins à domicile. Donc, quid de ces dispositifs? Alors, par rapport à la fois aux facteurs de réussite et d'échec, et surtout, c'est ce qui doit vous intéresser au miroir de l'expérience française, mais je dirais que au niveau des facteurs de réussite, il y a vraiment, je pense, une conscience partagée que le système doit changer. Il y a un soutien politique, ça il faut quand même le relever, et il y a une culture de coordination existante. Elle est assez inégalement répartie sur le territoire. Elle fonctionne à la belge, donc c'est beaucoup de bricolage, beaucoup d'empirique et très peu de connaissances scientifiques. Donc on est vraiment, alors avec les avantages et les inconvénients, on a commencé notamment l'informatisation des cabinets médicaux à partir de quelques médecins généralistes un peu bricoleurs qui savaient programmer, qui ont mis en place à partir de standards, de logiciels libres, et ça a très bien fonctionné. On laisse vraiment, et on essaye vraiment de laisser une grande autonomie aux acteurs du secteur, mais ça touche à ses limites parce que c'est évidemment très fortement basé sur les acteurs eux-mêmes, et qu'on n'a pas le même degré d'appropriation ou de connaissance des acteurs. Mais on ne veut surtout pas non plus toucher à ce droit d'initiative. Le facteur d'échec, c'est évidemment la question des dispositifs existants. On a encore une approche quand même très théorique et qui est déconnectée du terrain. Donc moi, je pense que le projet n'aboutira que s'il convainc de sa valeur ajoutée, mais c'est clair que par rapport à des gens qui, sur le terrain, ont déjà des pratiques de coordination existantes, qui fonctionnent par téléphone, par réunion informelle ou par des concertations multidisciplinaires, mais qui se font un peu hors cadre, c'est faire rentrer toutes ces pratiques informelles dans des pratiques formelles et convaincre de l'intérêt, parce qu'effectivement, qui dit pratique formelle dit qualité, dit enregistrement des données, dit probablement plus de temps de travail, de convaincre de l'intérêt de passer à ce stade. Et ça, je crois que c'est des dialogues permanents qu'on doit avoir avec les prestataires. L'autre problème qui est lié à la mise en concurrence de dispositifs et d'intervenants existants. Donc, moi, ce que j'appelle ambulatoire en Belgique, ce qu'on appelle ambulatoire correspond plus ou moins à la pratique de ville en France. Donc, c'est tout ce qui se fait en dehors de l'hôpital. Et l'hôpital sont clairement mis en concurrence, volontairement ou involontairement par la politique, et avec évidemment une grande volonté à partir de l'hôpital d'être le pivot des soins intégrés. Mais au niveau de l'ambulatoire, il y a des acteurs qui estiment aussi devoir être le pivot de ces soins intégrés. Je pense, si je prends un peu de recul, je
dirais forcément que si je ne prends pas de recul, je dirais que forcément c'est aux mutualités de jouer ce rôle. Si je prends un peu de recul, je dirais que en fait, ce qui n'est pas important, c'est pas de définir génériquement quels sont les intervenants qui doivent avoir les clés du dispositif. C'est arriver à avoir, en fonction du territoire, de spécificité territoriale, probablement aussi de spécificité de pathologie, quels sont les bons interlocuteurs. Dans la pyramide de Kayser, par exemple, le dernier étage, c'est vraiment les patients complexes, donc qui nécessitent un case management. Donc c'est le case management dans la pyramide de Kayser et d'un soins intégrés, c'est une super coordination de soins. C'est un dispositif qui vient au-dessus de la coordination des parcours de soins, avec vraiment des personnes dont le travail est d'aller au-delà de ce que fait un coordinateur de soins. C'est évident qu'au niveau mutualiste, on a probablement une expertise à faire valoir en coordination de soins, mais sur certaines pathologies spécifiques comme maladie de Huntington, la sclérose en plaques ou autre, est vraiment une maladie qui nécessite un case management très spécifique, l'accompagnement de soins spécifiques va peut-être se déplacer des mutualités vers soit des associations de patients, soit des dispositifs qui sont centrés sur ces pathologies. Donc ça, c'est des réflexions vraiment importantes. Et alors, par rapport alors aux facteurs d'échec, il y a évidemment spécifiquement à la Belgique beaucoup de chantiers concomitants. Il faut savoir qu'on est dans une grosse réforme du financement hospitalier qui évidemment a une incidence fondamentale sur l'ensemble, enfin qui a des répercussions sur l'ensemble du système, puisque quand on dit financement hospitalier, en fait c'est aussi une réforme du financement ambulatoire en hôpital, puisque en fait on a encore une tarification à l'acte qui est très développée. Donc 50% du financement hospitalier, c'est du financement à l'acte. On essaye de passer vers des systèmes forfaitaires, mais c'est évidemment aussi, ça a aussi une grosse incidence sur la manière dont le système de soins de santé va évoluer. Et on est aussi dans une grande réforme de la structuration de la pyramide de soins, avec un problème fondamental dans la territorialisation, c'est la gouvernance des territoires. Je crois vraiment que ça, on regarde un peu à l'étranger, et pour l'instant, je crois que c'est encore en Allemagne qu'on trouve des exemples vraiment intéressants. C'est comment arriver à faire de la gouvernance de la santé au niveau du territoire quelque chose d'effectif, donc pas simplement des réunions de prestataires, d'élus, de responsables d'hôpitaux, mais vraiment avoir une effectivité de la gouvernance territoriale du système de santé, avec aussi une porte ouverte sur, c'est la question de la démocratie sanitaire, une porte ouverte sur les patients, parce que voilà, à partir du moment où on considère que le territoire, quelque part, s'autogère au niveau de sa politique de santé, il faut aussi une consultation des usagers. Alors, je termine par là. Donc, pour moi, qu'est-ce que je vois au niveau du miroir à l'expérience française ? On part un peu sur les mêmes bases d'organisation, donc tout ce qui est soutien expertise, donc l'équivalent des DAC existe en Belgique, mais ce n'est pas territorialisé. C'est-à-dire que dans les réformes, dans le système actuel et dans les réformes envisagées, le soutien et l'expertise aux accompagnants, le développement de l'expertise, la formation, va se faire sur les territoires régionaux, donc sur les 3 territoires régionaux. Alors, c'est compréhensible dans le sens où la Belgique n'est pas un grand pays, c'est 30 000 km², c'est grand comme la Bretagne, donc l'enjeu de la territorialisation de l'accompagnement et du soutien, et du développement de l'expertise est peut-être moins marqué qu'en France, où là, il y a vraiment, de par la taille du territoire, un besoin. Par contre, la concertation entre acteurs, donc l'équivalent de CPT, ça c'est ce qu'on est en train d'organiser au niveau des zones de soins, avec une organisation au niveau local et donc sur des zones qui comprennent entre 75 et 150 000 habitants, avec une exception bruxelloise où là le gouvernement local veut absolument des zones de minimum 300 000 habitants qui sont à mon avis beaucoup trop grandes et basées sur des espèces de considérations théoriques venues d'articles scientifiques qui sont probablement déjà dépassés. Donc là, c'est un enjeu assez compliqué à faire comprendre aux politiques bruxellois que probablement que créer des zones de 300 000 habitants dans une ville qui comprend 1,2 million, 1,2 million d'habitants ne va pas avoir une grande incidence. Au niveau des enjeux, je vois même chose, toute l'importance de la collecte, la gestion des données. Donc ça, c'est vraiment... je m'excuse des petites, mais j'ai tapé le slide en vous écoutant, donc il y a pas mal de coquilles. Donc la collecte et la gestion des données, il y a toujours la confrontation entre les réalités du terrain et les objectifs opérationnels. Donc on a des dispositifs qu'on construit
et qu'on pense, souvent à raison, parfois très bien conçu, mais qui, dès qu'ils se confrontent à la réalité du terrain, eh bien, montrent leurs difficultés, leurs lacunes. Et donc, c'est arrivé à trouver un bon équilibre entre le savoir de terrain, hein, ce fameux bricolage dont je parlais, et le savoir théorique, et à faire une construction qui puisse être... alors moi, je ne les oppose pas, ces savoirs, je crois qu'ils sont très importants. Parce que je pense qu'on ne peut pas avancer uniquement sur base de bricolage locaux, et il faut une mesure d'efficacité, il faut des indicateurs, mais il faut aussi que ces indicateurs aient leur pertinence, il faut quelqu'un qui les mesure, il faut une légitimité de celui qui mesure les indicateurs, il faut une légitimité des dispositifs d'évaluation. La pénurie, donc ça, voilà, je crois qu'on peut mettre en place les meilleurs systèmes de soins en place dans nos différents pays. Je pense qu'on est tous confrontés à une crise des ressources humaines dans le domaine médical et dans le domaine paramédical. On avance consciemment vers une falaise qui, d'ici 5 ou 10 ans, va nous faire basculer dans tout autre paradigme au niveau de l'offre. Avec aussi des réponses qui n'en sont pas. Moi, je suis très dubitatif par rapport à l'efficience de la téléconsultation comme étant une réponse presque générale à la problématique des déserts médicaux. Et on voit en Belgique se créer aussi des déserts médicaux, mais dans des zones peut-être où c'est moins attendu. C'est souvent dans les villes, en fait, en Belgique, qu'on voit se développer des déserts médicaux. Alors, je vois aussi une assez grande complexité des systèmes. Je crois que tous les acteurs passent leur temps à essayer de faire comprendre aux décideurs qu'on crée des systèmes trop complexes avec, j'ai vu la table des acronymes, mais voilà, je crois qu'on a un peu la même maladie en Belgique. Donc là, je vois vraiment des choses assez similaires, même si avec justement les soins intégrés, on essaie de rationaliser au maximum et de basculer justement dans un système qui soit le plus lisible possible. Alors au niveau des différences, moi je vois un degré de maturité plus avancé en France au niveau des DAC. Donc voilà, j'aimerais bien avoir un niveau de maturité en ce qui concerne l'expertise et l'accompagnement aussi poussé que les DAC en Belgique. C'est en formation, mais c'est clair qu'on doit vraiment progresser là-dessus. En fait, voilà, c'est aussi caractéristique de cette manière qu'on a de considérer que la formation, l'expertise, c'est chacun se la forme, chacun se renseigne et puis chacun se débrouille un peu dans son coin pour se développer et se soutenir, ce qui est évidemment à ses limites. On a des objectifs plus ambitieux, par contre, en Belgique, parce que ce que je n'ai pas entendu ce matin, c'est une réforme de l'assurance maladie, au niveau du financement de l'assurance maladie. Or, c'est vraiment ça qu'il y a derrière les soins intégrés en Belgique, c'est vraiment changer complètement le mode de financement et d'organisation de l'assurance maladie en fonction de cette pyramide de Kayser. Et au niveau du cloisonnement, j'ai entendu des choses. On a des grosses ambitions en Belgique et en Wallonie, puisqu'en fait, tout le processus de réforme de la première ligne qui est menée en parallèle avec le développement des soins intégrés, qui est développement de la première ligne, qui est une des conditions de réussite du développement des soins intégrés. En fait, on vise aussi à complètement décloisonner d'une part, les parcours médico-sociaux et les parcours santé. Donc, on est vraiment dans une approche, notamment à Bruxelles, dans un plan social et santé intégré qui vise vraiment à aller le plus loin possible dans l'intégration des dispositifs médico-sociaux et sanitaires, de santé, avec de ma part une certaine réticence, parce que je pense malgré tout que on est sur des métiers qui doivent collaborer, mais il y a des cercles concentriques, et je pense que il y a dans le médico-social notamment ce que nous on appelle la ligne 0,5, c'est-à-dire vraiment ce qu'il y a entre la première ligne et le degré zéro de l'appropriation médicale. C'est les gens qui ne soignent pas, les sans-abri et autres. Il y a tout un champ qu'on ne peut pas reporter sur l'assurance maladie, les professionnels de soins, sans dispositif particulier. Donc on a développé énormément d'initiatives sur ces lignes 0,5 comme une espèce de porte d'accès au système de santé aux gens qui n'ont pas d'assurance maladie, qui n'ont pas de médecin traitant, qui ne se sont jamais soignés. Et on ne peut pas intégrer complètement cette ligne 0,5 aux soins primaires parce que c'est faire porter sur les professionnels de santé
si on ne les aide pas, s'il n'y a pas de dispositif particulier, toute une série de responsabilités, de traitements, de maux sociaux qui ne sont pas là pour traiter, puisque leur métier de base, c'est quand même la santé. Voilà, c'était un peu ma... Écoutez, merci infiniment François Perle pour cette présentation fort intéressante du système de santé belge et puis cette étude comparative en miroir avec ce que vous avez entendu depuis ce matin. On va donner la parole à Romain Rouquet maintenant. Je le rappelle, vous êtes Romain, responsable applicatif santé à l'IMAD. Vous avez d'ailleurs été étudiant à l'école d'ingénierie ISIS de Castres, c'est bien ça, si mes informations sont exactes. Alors, responsable santé, tiens, responsable applicatif santé, ça veut dire quoi ? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis responsable applicatif de toutes les applications de type métier santé au sein de l'IMAD et notre périmètre de couverture de prestations est assez vaste puisqu'on délivre environ 6000 prestations tous les jours de soins infirmiers, mais également de l'hospitalisation à domicile, des services de livraison de repas, où on livre environ 2000 repas tous les jours sur le canton de Genève. Voilà, on précise que l'IMAD, c'est l'institution de maintien à domicile du canton de Genève. Voilà, c'est ça, et on est centré sur Genève. Et juste peut-être un mot avant d'aller plus loin sur le système de santé suisse. Vu d'ici, la Suisse est un pays unique, mais vu de Suisse, c'est un pays éclaté en 26 cantons, et la santé est cantonale, et donc est régie au niveau du canton. Et donc chaque canton a sa propre politique de santé, avec son propre département de la santé, avec ses propres politiques de prévention ou d'axes de développement. Cependant, il y a l'Office fédéral de la santé publique qui va aussi chapeauter certaines directions, et notamment le projet de dossier électronique du patient qui est en place en Suisse depuis quelques mois maintenant seulement, dans certains cantons, pas dans tous les cantons. Et encore une fois, ça a été à la charge des cantons de déployer chacun son propre système d'information, avec donc les différences qu'il peut y avoir entre un système zurichois ou un système genevois. Au niveau de l'IMAD, on s'attache à être vraiment sur le canton de Genève et on ne peut pas aller déborder sur un autre canton puisqu'on est un service public. Donc on est une institution publique qui dépend de la Direction générale de la santé de Genève. Et dans ce cadre-là, on met en place aussi, on suit les politiques mises en place par le canton de Genève. Oui, allez, poursuivez. Sinon, non, j'allais revenir à votre travail à vous, parce que vous êtes en charge des projets de connexion et de coordination avec d'autres institutions. C'est là que votre retour d'expérience nous intéresse, finalement. Vous travaillez notamment sur le PSP, le plan de soins partagés. Expliquez-nous ce que vous faites concrètement. Voilà, donc à travers mon travail, effectivement, je suis en charge des connexions et de la mise en place des processus au sein de l'institution et avec parfois en délégation pour d'autres institutions, de la mise en place de la coordination et du réseau de santé. Donc le plan de soins de partagés, c'est un projet qui est né au milieu des années 2010, vers 2014-2015, où l'ambition était sur Genève uniquement de créer un réseau de professionnels de santé avant tout avec le patient, et donc pas centré sur le patient, mais avec le patient pour sa prise en charge et pour la coordination de ses soins. Ce projet, ces expériences pilotes ont été menées sur les années 2016-2017 sur le canton de Genève. Et ensuite, il y a une grande évolution avec donc la mise en place de systèmes d'information, évidemment. Il y a eu une évolution avec l'arrivée du DEP, du dossier électronique du patient, où les cantons romans se sont associés. Donc les cantons de Vaud, Valais, Genève, Jura et Fribourg se sont associés pour créer une association qui s'appelle CARA, qui est basée à Lausanne, et qui a pour objectif de déployer et d'appuyer la coordination des systèmes de santé, systèmes numériques. Et dans ce cadre-là, le PSP a basculé d'un projet juste cantonal genevois à un projet multicantonal, intercantonal. Et donc là, actuellement, on est sur la deuxième phase du projet, où on est reparti de base nouvelle avec d'autres professionnels de santé, parce qu'à la base, il y avait quand même uniquement les médecins libéraux et les soins à domicile. Et là, le projet s'est étendu avec de la physiothérapie, de l'ergothérapie, et d'autres associations comme le diabète pour créer un outil de coordination et de partage d'informations structurées, puisque le DEP est un équivalent de mon dossier santé avec uniquement des PDF statiques, et donc là on va aller sur une autre dynamique de données structurées qui sera interprétable et visible par tous les professionnels de santé, mais également le patient, puisqu'il reste au centre du système, enfin avec le système, et c'est lui qui a tous les droits sur le système, et les proches aidants, puisque c'est dans le cadre de nos patients fragiles et complexes, ils jouent un rôle important. Donc c'est
Ces partenaires-là sont intégrés dans la phase du projet de conception de l'outil. Et actuellement, après presque 1 an d'appel d'offres, le projet a été attribué à une filiale de Swisscom. Et actuellement, il est en phase de développement pour un déploiement à partir de mi-2024. Qu'est-ce que vous retenez, vous, même question qu'à François Pearl, de cette matinée? Qu'est-ce qui vous a frappé, étonné? La complexité du système français est frappante, avec beaucoup d'organisations, beaucoup d'associations. Le modèle genevois est quand même beaucoup plus simple, puisqu'il y a la Direction Générale de la Santé, qui est l'équivalent du ministère de la Santé en France à une plus petite échelle. Et ensuite, on retrouve chaque corps de profession regroupé déjà en association ou en corporation. C'est quelque chose qui est déjà acquis depuis très longtemps. Et puis lorsqu'on veut travailler avec une des corporations, on peut les contacter et à ce moment-là, ils rentrent en matière ou ils ne rentrent pas en matière. Mais ça reste beaucoup plus simple d'accès. Et notamment, depuis 2018, il y a le projet Cogeria, le programme Cogeria sur le canton de Genève, qui a pour but de prendre en charge les patients fragiles avec une coordination qui se fait par l'équipe de Cogeria et qui va contacter les différents professionnels au sein du canton pour mettre en place tout son parcours de soins et toute sa prise en charge. François Pearl. Moi, je vois quelque chose d'assez intéressant qui est assez, je crois, propre à la France, c'est la confrontation entre la verticalité, la centralisation du pouvoir, aussi au niveau de la santé et d'un certain centralisme, et la volonté au niveau des acteurs locaux de pouvoir s'organiser et d'avoir une autonomie suffisante pour pouvoir travailler. Je pense que c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a, alors, pas rentrer dans des caricatures sur le pouvoir jacobin et la centralisation, mais ce que je connais du système de santé, ça reste quand même un système qui est assez centralisé, même avec le développement des agences régionales. Moi, j'ai toujours dit, c'est la même chose en Belgique, hein. C'est pas parce qu'on régionalise qu'on décentralise. En fait, c'est simplement déplacer la centralisation d'un niveau vers l'autre. Or, on est vraiment dans une logique au niveau de la santé où le territoire, pour autant, il ne faut pas non plus sanctifier et idéaliser le territoire, mais où le territoire joue un rôle important et où la variabilité des problèmes entre les territoires doit pouvoir laisser une autonomie suffisante aux acteurs locaux. Et dans ce que j'entends et ce que je vois vraiment un grand besoin, et c'est très bien des communautés locales de pouvoir s'organiser, et cette confrontation alors effectivement avec un système qui reste malgré tout fort cadrant, fort bureaucratique, et voilà. C'est la même chose en Belgique, alors c'est pas du tout une critique. Voilà, c'est ça. Est-ce que l'autonomie des personnels de santé des territoires locaux est plus prégnante chez vous? C'est ça que vous êtes en train de dire? Chez nous, non, justement. Au niveau des hôpitaux, au moment du Covid, par exemple, ça a été un facteur de réussite en Belgique. C'est que comme les hôpitaux, dès lors qu'ils respectent une série de normes d'agrément suffisantes, sont autonomes dans leur gestion, il n'y a absolument aucun retour vers une autorité régionale pour s'organiser. Donc les hôpitaux ont pu notamment... Donc, il y a un degré qui existe et qui laisse les choses fonctionner. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours des velléités politiques à certains moments, surtout dans des moments post-crise, de vouloir tout recentraliser. Mais non, on est dans un système qui est plus décentralisé, heureusement. Romain, quand je vous ai demandé qu'est-ce qu'on a à envier au système suisse, vous m'avez dit cette capacité d'autocritique. Oui, les projets ont tendance à se terminer et puis ensuite on fait un bilan de projet. Il y a toujours un ROI qui est effectué sur les projets. Là, actuellement, je travaille sur un projet de type RAC, donc de la réhabilitation améliorée après chirurgie. Et dans le cadre de ce projet, la phase de ROI, est-ce que ça a été bénéfique en termes de prise en charge pour le patient, mais en termes de financement, est-ce que c'est pérenne, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut déployer à une plus grande échelle, ou simplement c'est un système qui coûte beaucoup trop cher à mettre en place, avec beaucoup trop de personnel, parce que également sur Genève, on a aussi un problème d'effectifs qu'on absorbe en partie avec l'arrivée d'infirmiers ou de professionnels de santé étrangers, notamment de la France. Rendez-nous nos professionnels de santé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, je crois que... Il faudra demander aux professionnels de santé pour la fuite des cerveaux. Mais effectivement, il n'y a pas que forcément la question financière, il y a aussi la question des conditions de travail qui fait que c'est Genève ou les autres cantons sont un fort aimant à personnel.
Les institutions chez nous sont autonomes sans l'être. Donc dès qu'elles veulent créer des nouvelles prestations, il faut quand même s'en référer auprès de la Direction générale de la santé, donc nos tutelles. Et à ce moment-là, elles nous donnent un agrément pour le faire ou ne pas le faire. Donc on déploie en autonomie effectivement par contre ces nouvelles prestations selon le cadre du contrat qu'on a avec notre Direction générale de la santé. Notamment actuellement on déploie aussi des projets de nutrition. Donc on a un pool de diététiciennes chez nous au sein de l'institution auquel on est en train de créer une équipe avec une prise en charge de dénutrition pour accompagner nos patients en lien avec notre service de livraison de repas. Alors François, chez vous, vous accueillez nos étudiants, mais ils reviennent en France. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est la grande différence. Professionnels de santé ou laissez-en quelques-uns. On va ouvrir le dialogue et l'interaction avec la salle parce que c'est tout l'objet de cette dernière session de la matinée. Mais si j'avais quand même une dernière question à vous poser à tous les deux, est-ce qu'on a à s'inspirer, vous pensez en toute humilité, de vos modèles suisses ou belges, ou au contraire, est-ce que vous pensez que le modèle français, par certains de ses aspects, peut servir de modèle pour vous? Alors, j'essaye dans ce genre de situation, et ça vaut pour tous les pays, pas seulement la France, de considérer qu'il y a un modèle qui fonctionne bien et que donc il y a des sources d'inspiration. Je crois que l'inspiration, elle vient de l'échange de pratiques. Je pense qu'on a forcément à s'inspirer d'autres pays, mais ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que je pense que c'est intéressant, je pense que c'est très intéressant de pouvoir confronter et remarquer qu'on a des problématiques similaires. Je crois que vraiment, pays industrialisés comme la Belgique, la France ou la Suisse ont un peu la même histoire sociale, la même histoire sanitaire, et donc on est confronté à des problèmes similaires et qu'on apporte souvent des réponses similaires, mais parfois des réponses différentes. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est justement aller chercher un peu dans les nuances sur le pourquoi. Et donc ça demande plus, à mon avis, que le modèle d'inspiration et se dire, tiens, c'est quoi le modèle, mais pourquoi est-ce que tel ou tel pays a adopté tel modèle et en quoi est-ce que cela pourrait servir d'exemple. Mais je pense que le modèle idéal n'existe pas, il se construit à partir de l'expérience de pratique intérieure, mais aussi étrangère. Et ça, c'est vraiment la chose. Romain ? Oui, je rejoins François là-dessus. Le modèle français n'est pas forcément applicable en Suisse et le modèle suisse n'est pas forcément applicable en France. Chacun des acteurs va trouver son avantage ou son inconvénient dans le système. On a la chance d'avoir beaucoup de professionnels de santé sur le canton et d'avoir rapidement des rendez-vous médicaux ou d'autres éléments. Mais par contre, le système de santé est coûteux pour chaque citoyen suisse. Donc, il n'y a pas de modèle idéal et on s'inspire des initiatives de chacun dans chacun des pays, que ce soit en France ou en Allemagne, en Belgique, pour prendre ce qui marche et essayer de redévelopper, selon notre culture, les éléments qui fonctionnent. Allez, je me tourne vers la salle pour voir s'il y a des questions, des remarques, des partages d'expériences, etc. Non, pas pour... Moi, j'ai relevé quelque chose que vous avez dit, François, tout à l'heure. Vous avez dit, on est au bord de la falaise. Sur la question de l'offre de soins, on est au bord de la falaise. Alors, ma question, c'est comment s'inspirer peut-être les uns et les autres pour éviter de chuter de cette falaise sur cette question de l'offre de soins. Vous avez 4 heures. Je suis très pessimiste. Je pense qu'on est un peu moins près du bord de la falaise que la France, donc ça c'est le seul élément un peu consolant, c'est qu'on a encore une offre de soins correcte, on ne parle pas de fermeture de ces urgences, donc on n'est pas dans des situations de pénurie comme la France, mais on y va tout droit. Je pense que les réponses par contre ont les mêmes, on doit vraiment complètement se réinterroger sur la fonction des soins dans notre société, sur la manière dont les soins sont valorisés, rémunérés. En Belgique, on n'arrive plus à recruter, alors qu'on est face à une autre falaise qui c'est le vieillissement, on n'arrive plus à recruter des accompagnants. On se demande pourquoi, mais on les paye entre 1400 et 1600 € net par mois, en leur demandant par ailleurs d'avoir une voiture et de se déplacer elles-mêmes, parce que ce sont à 99% des femmes, de se déplacer elles-mêmes vers les personnes qui les accompagnent. Donc il y a vraiment un problème fondamental et on est en train de basculer vers un modèle de darwinisme sanitaire où ce sont effectivement les personnes qui bénéficient des revenus les plus élevés qui pourront s'acheter des soins et de l'accompagnement. Et je crois que là, on a un rôle important de lanceur d'alerte. Je pense que les professionnels locaux doivent le dire dans toutes les langues. Et je crois qu'il y a aussi une fonction importante et des questions importantes qui ne trouveront pas leur réponse ici, mais au niveau politique, sur une confrontation permanente entre la volonté de réduire les coûts
alors que toutes les estimations budgétaires montrent qu'en Belgique, on l'a intégré heureusement dans notre norme de croissance du budget de soins de santé, qu'il est totalement inimaginable qu'un système de soins puisse répondre à tous ces différents défis sans une croissance naturelle des dépenses de l'ordre de 2 à 4%. Romain, sur cette question de l'offre de soins, par exemple, les salaires sont quand même plus intéressants en Suisse. On va pas se mentir. Oui, le niveau de vie est plus élevé. Le niveau de vie est supérieur aussi. Parce que c'est un des pays les plus chers au monde et avec un niveau de vie le plus élevé au monde. Donc forcément, les salaires sont en conséquence et permettent de suivre. Mais effectivement, par rapport à la France, c'est quand même, la différence est très importante. Sur la question de l'offre de soins, est-ce que vous avez l'impression, vous aussi, d'être au bord de la falaise? Alors, je n'aurai pas forcément la réponse avec des métriques, mais pour l'instant, je pense qu'on est un petit peu plus loin que la Belgique encore. Donc, on est encore éloigné de la France là-dessus. Et je ne pense pas encore qu'il y ait ce manque de professionnels de santé, en tout cas sur le canton de Genève, peut-être sur des cantons plus ruraux. Il y aura peut-être ce besoin-là, mais pas pour l'instant sur le canton de Genève. Alors, je crois qu'il y a une question dans la salle ou un partage. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Oui, bonjour, Philippe Adam Rodriguez, directeur du DAC du Loir-et-Cher, dans le centre de la France. Merci de nous raconter un petit peu comment fonctionnent vos systèmes de santé respectifs. Et pour faire la transition avec la dernière question qui vous a été posée, j'étais assez intéressé de savoir qu'est-ce qu'il en était de la liberté d'installation des professionnels de santé dans chacun de vos pays. Je crois savoir que la Belgique est assez semblable à la France, avec simplement des mesures incitatives à l'installation. Et sur la Suisse, par contre, je crois que vous avez mis des quotas au conventionnement des médecins libéraux. Alors, sur les quotas, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, sur les médecins français qui viennent s'installer en Suisse, s'ils ne suivent pas une formation complémentaire de 3 ans, ils ne peuvent pas exercer. Alors, ils peuvent exercer, mais ils ne seront pas rémunérés comme un médecin formé en Suisse. Donc effectivement, ça limite déjà le... Mais en quoi elle consiste, cette formation complémentaire sur 3 ans? Alors c'est une formation, je pense, qui suivent le cursus des médecins suisses. Donc comme ils n'ont pas un diplôme suisse, ils ne sont pas rémunérés à taux plein, et je crois que c'est de l'ordre de 70% seulement par rapport à un confrère suisse. Ça se mérite d'aller travailler en Suisse. Par contre, pour les infirmières, la simple reconnaissance par la Croix-Rouge du diplôme suffit à exercer en Suisse. Pardon. Ok, c'est plus simple. En Belgique ? On a un recours, donc effectivement il y a des primes d'installation depuis une vingtaine d'années, mais qu'on est en train de questionner parce que ça fait essentiellement l'effet d'aubaine. Pour l'instant, très concrètement, il n'y a pas d'effet mesurable sur l'efficacité de ces dispositifs. On a pratiquement la moitié des communes en région wallonne qui sont en situation de pénurie d'offres médicales. La solution qu'on a, les solutions qu'on apporte à ça, c'est que heureusement en Belgique, vu le territoire d'une commune, il suffit parfois de faire 3 ou 4 km pour être dans la commune à côté. Donc cette notion de commune en pénurie devient assez relative. On a un autre avantage, mais qui ne va pas tenir très longtemps, c'est que à peu près 90% de la population belge habite à moins de 30 km d'un hôpital général. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une possibilité d'un recours aux urgences quand on ne trouve pas un médecin de garde et que la garde médicale s'organise assez bien. Maintenant, et pourquoi ça ne va pas durer longtemps? Pardon? Vous disiez ça ne va pas durer longtemps. Le système n'est pas tenable. On a déjà mis des systèmes de tri, des postes de garde médicaux à côté des hôpitaux, mais le système n'est pas tenable sur du long terme. Un système d'urgence n'est pas aussi performant soit-il. On a des systèmes d'urgence qui fonctionnent très bien en Belgique. C'est vraiment une des grosses forces du système. N'est pas là pour suppléer à l'absence de médecins généralistes. Donc ce n'est pas une politique qui est tenable sur du long terme. C'est au niveau du bricolage. C'est quelque chose qui permet de garder un service public et qui évite d'avoir des problèmes trop flagrants au niveau des déserts médicaux, mais il faut tout à fait repenser le rôle du médecin généraliste dans la garde et surtout le nombre de médecins généralistes parce qu'on en a trop peu. Et alors sur leur coût à force de travail étrangère, je crois que comme tous les pays riches, je veux dire, on a encore cette force d'attraction, on importe beaucoup de médecins roumains, il y a de nombreux médecins roumains maintenant dans les hôpitaux belges, on a des filières avec le Portugal pour les infirmières, mais de nouveau, c'est pas tenable parce que c'est un système de pillage des ressources médicales de pays qui sont socio-économiquement moins favorisés. Et c'est un peu, voilà, on est toujours la Suisse de quelqu'un.
Nous, on est. Ce sera l'expression de la matinée. De la Roumanie et du Portugal. On est toujours dans la Suisse de quelqu'un. Avec obligation de formation en Belgique aussi pour les professionnels. On est beaucoup plus souple au niveau de l'équivalence. On reconnaît beaucoup plus facilement la formation à l'étranger. Enfin, évidemment, avec des variations d'un pays à l'autre. Mais les pays avec lesquels on travaille sont des pays, la Roumanie par exemple a une qualité de formation médicale qui est reconnue. Il y a même des jeunes médecins belges qui vont se former, enfin des jeunes étudiants belges qui vont se former en Roumanie pour contenir musculosus. Donc, peut-être pour, oui, Romain, allez-y. Et puis on prendra une question de monsieur là-bas. Sur le système de santé, le système de santé est privé. Enfin, les assurances sont privées. Et donc, quand vous êtes malade, il y a des systèmes de franchise pour la prise en charge et qui est général. Donc, en fait, on ne va pas forcément aux urgences pour des petites maladies, on s'auto-soigne. Sinon, c'est quand même de sa poche la consultation et de la poche de la personne. Et la franchise est globale à l'année. Donc, on repart à zéro au 1er janvier. Et c'est de l'ordre de 2 000 € par an environ, en fonction des contrats d'assurance, où tant qu'on n'a pas dépassé les 2 000 €, l'assurance maladie ne prend pas en charge le remboursement des soins. Donc forcément, les gens réfléchissent 2 fois avant d'aller aux urgences ou avant d'aller chez le médecin. Ouais. On est plus proche d'un modèle anglo-saxon, là. Ouais. Question, monsieur, bonjour. Bonjour, Arnaud Claquin, directeur du DAC Var Ouest, où bon nombre de vos compatriotes viennent l'été chez nous en vacances. Et président de la Fax Sud. J'avais une petite question concernant votre vision justement de la Suisse et de la Belgique par rapport à nos politiques sur l'intégration des services et sur ce qui a pu être mis en œuvre, sur l'unification des dispositifs d'appui à la coordination, sur les politiques Maya, sur les politiques d'intégration, et de voir un petit peu quel est votre œil extérieur sur ce champ-là, sachant que du coup sur la Belgique, a priori, vous êtes dans cet axe-là. Voilà, je voulais avoir juste votre retour d'expérience là-dessus. Alors François et puis Romain. Avec beaucoup d'humilité, parce que je prétends absolument pas connaître le système français aussi bien que vous, je dirais que ça va vraiment dans le bon sens. Moi, je pense qu'on ne peut plus penser une organisation de soins sans intégration. On est face à des problématiques et notamment le développement des maladies chroniques. On est vraiment dans un autre paradigme d'approche de la santé. Quand il y a 40 ou 50 ans, on soignait essentiellement des accidents domestiques, des accidents cardiovasculaires qui se révélaient pratiquement tous fatals à l'époque. Enfin, voilà, on a basculé dans un autre paradigme médical avec les maladies chroniques. Et les maladies chroniques, il y a une série de couches. Il y a cette pyramide que je vous ai montrée qui nécessite effectivement une complexité, un degré de complexité d'approche assez différent d'une maladie chronique à l'autre, et aussi la prise en charge de toute la composante à la fois psychologique, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de santé mentale qui se mettent derrière les maladies chroniques, et des problématiques sociales. Dans ce contexte-là, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que l'intégration des acteurs, et en ce compris ceux du médico-social, parce qu'on ne peut pas penser à un système qui offre aux patients 18 portes d'entrée différentes, et avec aussi une prise en charge très variable d'un territoire à l'autre ou d'un intervenant à l'autre. Je crois qu'on doit vraiment aller vers une uniformité de pratique, et ça c'est la seule, je crois que c'est au niveau de la qualité, la seule réponse qu'on peut avoir au niveau de la qualité des soins, c'est l'intégration. Donc je pense que de ce que j'ai vu, il y a vraiment une volonté d'aller dans cette direction-là, et je dirais avec plus des résistances externes au système, que du système lui-même, qui me semble, et des intervenants locaux qui me semblent tout à fait prêts à changer et accepter les conditions du changement. Côté genevois et roman, je pense que les politiques vont dans cette direction avec le financement du plan de soins partagés qui se monte en plusieurs millions de francs suisses. Donc ils vont dans ce type de démarche, dans l'intégration des soins. Je pense qu'ils sont tous conscients là-dessus, et ils font du DAC sans le faire du DAC ou sans le dire. Mais l'approche va être plus au terrain de mettre ça en place, aux professionnels directement de mettre ça en place. Ce sont souvent des initiatives de professionnels de santé également qui vont ensuite voir leur tutelle pour obtenir des financements. Et on va être plutôt sur un modèle bottom-top que l'inverse, ce qui fait que on le fait sans le nommer. Je pense à Cogéria notamment qui est équivalent. On trouve du DAC également dans le canton de Vaud, où là par contre ça s'appelle vraiment DAC. Voilà, c'est des choses qui se font, mais comme c'est une plus petite échelle, il y a moins l'enveloppe qui est mise en place, moins de la lourdeur de toutes les strates, et donc on n'a pas ce phénomène, comme je t'ai dit à la table ronde précédente,
qui doit faire, ou se faire envoyer la balle entre les différents acteurs. Donc c'est quelque chose qui n'est pas vraiment possible parce qu'il n'y a pas assez de monde tout simplement pour faire ça. On a une question d'Hervé Pingot. Il faut juste appuyer sur le petit bouton rouge, voilà. Merci. Une question à tiroir, hein, mais qui s'adresse aux deux. Moi, je comprends que le citoyen belge, il a le choix de sa mutualité, donc il a le choix de son assurance maladie. Et le citoyen suisse, il a le droit d'habiter dans un canton ou dans un autre. Mais ça crée des diversités. Donc, ça, c'est le premier tiroir. Est-ce que finalement, ça crée des inégalités de prise en charge ou des inégalités d'accès aux soins? Le deuxième niveau, c'est si oui, est-ce que finalement, il y a un TripAdvisor de la mutualité ou du canton, hein, pour le citoyen qui se dit tiens, c'est mieux de vivre là ou c'est mieux de choisir telle mutualité? Et si tel est le cas, et même plus globalement, quoi, le troisième niveau, c'est est-ce que par rapport au modèle français, vous avez le sentiment vous avez plus de capacité d'innovation, c'est-à-dire vous allez plus loin et plus vite que notre système centralisé qui a quand même tendance à avoir une certaine inertie en matière de gestion des innovations et d'évolution dans la dynamique du système, quoi, même s'il est très bon. Hein. Voilà. Alors, TripAdvisor des cantons et des mutuelles ou pas? Alors, en fait, le système est inversé par rapport à la France, c'est-à-dire que les mutualités doivent en Belgique offrir à tous et toutes le même niveau de base, c'est l'assurance obligatoire. Et je veux dire que l'essentiel de l'assurance est obligatoire en Belgique. Donc le TripAdvisor ne va pas se faire au niveau de la qualité de la couverture, parce qu'elle va être la même pour toutes les mutualités. Ça va plus être au niveau de la qualité du service. Et là, effectivement, il y a une certaine concurrence je ne suis pas un grand fan de la concurrence à la base, mais une certaine concurrence qui oblige à une certaine agilité, une certaine créativité, mais aussi une certaine approche en fonction des publics. La mutualité, ce que je travaille Solidaris, c'est l'ancienne mutualité, c'est l'ancien nom, le nouveau nom de la mutualité socialiste, qui est une mutualité en fait qui vient fédérer toutes des centaines de mutualités qui existaient depuis le 19e siècle, qui étaient les caisses d'entraide mutuelle des ouvriers. Donc ça s'est progressivement unifié pour ne garder que 4 caisses d'assurance maladie et une grande fédération qui c'est pour laquelle je travaille. Donc a traditionnellement toujours eu des publics plus fragiles, socio-économiquement plus défavorisés, et donc on formate les services en fonction de ça. Donc moindre recours au digital, gros investissements dans les agences de proximité, gros investissements dans le social. D'autres mutualités vont travailler sur d'autres publics et donc vont avoir une autre approche. Et la différence va plus se faire au niveau des services complémentaires. Et donc le TripAdvisor et le choix va probablement se faire plus au niveau à la fois d'une réflexion, tiens, est-ce que je veux du tout digital ou bien est-ce que c'est encore important pour moi d'avoir un contact présentiel avec un agent administratif? Est-ce que c'est important pour moi d'avoir des remboursements pour les vacances de mes enfants ou bien comme nous on fait beaucoup de réassurance au niveau du reste à charge, donc une intervention, une prise en charge des tickets modérateurs, donc la partie que le patient doit payer avec la complémentaire. Donc ça va plus se faire au niveau de l'offre de services complémentaires, mais l'offre de base est la même et donc ça ne peut pas en principe générer des inégalités de traitement puisque un accouchement, un traitement contre le cancer va être, ou même une consultation chez le médecin généraliste va être remboursé exactement de la même manière, quelle que soit la mutualité, et avec les mêmes conditions au niveau de franchise et d'intervention personnelle, sauf que, je répète, nous offrons ce que d'autres mutualités n'offrent pas, une intervention dans l'intervention personnelle des bénéficiaires, parce qu'on sait que les personnes que nous affilions et que nous défendons sont plus attentives à ça, alors que des mutualités qui travaillent avec des classes sociales plus favorisées vont plus jouer sur des produits d'appel comme, je répète, des stages assez qualitatifs pour les enfants pendant les vacances ou d'autres produits qui sortent alors vraiment du champ de la santé. Alors, les cantons, il existe une inégalité entre les cantons. Évidemment, il y a des cantons plus ou moins riches, mais l'offre de soins reste la même dans tous les cantons. Et en fonction de son lieu d'habitat, de son canton où on habite, on ne peut pas forcément aller se faire soigner dans un autre canton aussi. Donc si vous habitez dans le canton de Vaud, vous faites soigner dans le canton de Vaud. Si vous habitez à Genève, vous allez dans le canton de Genève. Vous pouvez changer de canton quand la spécialité n'est pas présente dans le canton, puisque Genève et Lausanne ont leur propre CHU. Donc ils ont des spécialités supplémentaires que n'ont pas des cantons qui n'ont pas de CHU. Mais ça reste anecdotique, il n'y a pas vraiment de concurrence entre les cantons à ce niveau-là, puisque chacun se soigne. Et puis, même si le système est privé, il y a quand même l'assurance de base qui est inclue dans le système privé,
mais qui permet de soigner n'importe quelle maladie. Donc c'est plutôt sur les prestations complémentaires, sur la prise en charge à l'hôpital, sur est-ce qu'on va avoir une chambre simple ou une chambre double. Voilà, c'est sur ce genre de choses que ça va jouer. Et alors sur la capacité à innover, est-ce que vous avez l'impression d'avoir plus les mains libres et d'être plus dynamique? Je ne vais pas taper sur mes anciens collègues de la CNAM parce que j'ai travaillé pendant 12 ans à l'équivalent belge de la CNAM. Donc voilà, et puis je trouve qu'ils ont des bonnes capacités d'innovation. Malgré tout, ils ont, je trouve, beaucoup amélioré toute l'expérience affiliée. Mais c'est certain qu'on a un avantage par rapport à eux, c'est qu'on offre un service global. C'est-à-dire que on est à la fois donc le payeur et l'organisme de remboursement des soins, mais à côté de ça, on offre toute une série de conseils socio-sanitaires, de conseils de prévention santé et des services. Notamment, on a dans notre groupe, alors à l'échelle belgique, c'est beaucoup, 3000 salariés dans le service de soins à domicile et d'accompagnement à domicile. Et donc, on peut en plus de l'acte administratif qui consiste à rembourser un acte, enfin une prestation médicale ou paramédicale, offrir des services concomitants, ce qui permet, à mon avis, je crois, une prise en charge plus intégrée du patient et du citoyen, ce qui est un avantage. Mais je dirais que ça, c'est pas quelque chose qu'on fait mieux, c'est quelque chose que la CNAM, c'est quelque chose qu'on peut faire mieux parce que justement, on a cette capacité à être un véritable acteur global de la santé et de servir finalement de porte d'entrée à tout le système. On a aussi des polycliniques, de se servir de porte d'entrée à tout un système, à nos affiliés. Alors, est-ce qu'en Suisse on innove plus qu'en France? Je ne sais pas, mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'on prend peut-être plus le temps d'aller sur le projet. Est-ce que ça va répondre à un besoin et de laisser le temps à l'expérimentation. On va pas arrêter un projet si on n'a pas encore les conclusions et le retour avant d'en passer dans le suivant. Je pense qu'on va laisser le temps aux choses, ce qui fait que parfois on a l'impression d'avoir une inertie très longue. Le DEP a mis des années pour venir. Aujourd'hui, le DEP est là, il se déploie, par exemple, le dossier électronique du patient, alors que la France en avait un depuis bien longtemps, ou en tout cas les projets étaient là. Mais voilà. Mais par contre, maintenant, après 2 ans de fonctionnement, il y a déjà eu des analyses, des retours. Qu'est-ce qui marche pas. Dans ce qui marche, qu'est-ce qu'on peut changer. Donc là, par exemple, on bascule sur le modèle, qu'on voit plutôt sur le modèle autrichien, mais que si en France, où tous les citoyens vont avoir un DEP d'office, on va basculer sur ce type de modèle. Ça c'est quelque chose qui n'était pas acquis au début, mais c'est très rapide. En l'espace de 2 ans, on fait déjà cette autocritique pour changer et pour surtout, on raisonne beaucoup en investissement. Et c'est toujours, quand on investit plusieurs millions et que finalement le projet ne fonctionne pas, c'est de la perte pour les citoyens, donc ça reste de l'argent des citoyens. Et du fait de cette proximité, on a très facilement accès à ces informations tout de suite. Donc c'est vrai que sur les projets, on les laisse vivre, on avance. Quand il y a des gens qui ont des idées, il faut qu'ils aillent chercher des fonds. Et peut-être pour trouver des fonds, c'est un petit peu plus petit, parce qu'il y a un petit peu plus facile, puisqu'il y a différents types de sources, qu'elles soient publiques, mais également privées. Genève a beaucoup de fondations privées qui vont permettre des projets, notamment le PSP version 1, qui était faite à Genève, était financé en partie par des médecins privés. Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, on va conclure cette matinée. Je voudrais vous remercier, messieurs. Merci infiniment pour nous avoir fait partager votre analyse de vos systèmes de santé respectifs. Merci à vous de votre attention et de votre participation active depuis ce matin 9h. On marque une pause déjeuner bien méritée. On se retrouve à 14h ici même pour une table ronde. Se fédérer pour mieux coopérer. Quels enjeux? Bon appétit à tous et à tout à l'heure.